Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Donc, Tommy Auger, en ce lundi à Côte-Nord Attitude, en remplacement de Valérie Dionne. Donc, je suis en studio avec le capitaine de l'émission, qui, lui, est toujours là, Jean Saint-Pierre. Jean, bonjour! Bonjour, Tommy! Ça va bien? Oui, passez un bon week-end? Ah, ben oui, on finit les travaux sur le terrain, ce qui reste à faire avant que cette fameuse neige... Ouais, avant que cette fameuse neige commence à tomber. Jean, encore une semaine bien chargée. On va faire un petit retour politique aujourd'hui. Oui, la semaine a commencé dimanche avec l'assermentation du conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Régent Porlier sera avec nous, le maire. Une semaine après l'élection, là, on va avoir l'opportunité. Je pense que la poussière est un petit peu retombée. On va avoir l'opportunité de jaser du prochain mandat du conseil municipal assermenté hier soir. Un mandat pour 2017 jusqu'à 2021, début novembre 2021, la prochaine élection municipale. Également, Michel Bellavance et Guylaine Lejeune, on va compléter un petit peu là ce retour sur l'assermentation puis sur les perspectives au conseil pour les 4 prochaines années. J'ai choisi ces deux-là parce que il y avait quand même affiché des couleurs différentes. Ils appuyaient des candidats à la mairie différents. Alors, je pense que ça va nous donner une petite idée là que l'harmonie s'installe pour l'avenir au niveau des élus de la ville de Sept-Îles. Tu sais qu'en fin de semaine, il y avait une rencontre de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Puis il était même venu nous voir là, il y a pas très longtemps, durant la campagne électorale. Il avait été de passage ici. Là. Oui, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association étudiante du Cégep de Sept-Îles. Ben là, cette fin de semaine, ils étaient une quarantaine de plusieurs cégeps à travers le Québec réunis à Sept-Îles pour parler des priorités du mouvement étudiant. Jason Saint-Amour est président de cette fédération étudiante. On va lui parler en direct vers 12h30. Il y avait aussi au Centre des congrès en fin de semaine le Gala Loisirs et Sports Côte-Nord, un événement annuel tout le temps attendu. Exactement, c'était la 16e édition du Gala Méritas Loisirs et Sports Côte-Nord. On remet différents prix à différents niveaux, que ce soit au niveau des entraîneurs, des équipes de l'année, des bénévolats, des administrateurs. On récompense bien entendu des athlètes à différents niveaux également. C'est important de le dire là, que ce soit c'est pas juste ceux qui performent au niveau élite internationale qui reçoivent des prix et des mentions. Donc vraiment là une belle panoplie de gens là, qui ont reçu des honneurs. Bien entendu, ce gala a été teinté par le 50e anniversaire de l'Académie de judo de Sept-Îles. On y reviendra tout à l'heure dans les alentours de 12h40 avec Jessie Tanguay qui est coordonnatrice du gala Loisirs Sport Côte-Nord. Et en fin d'émission, comme chaque lundi, notre chronique La Nouvelle d'intérêt, un sujet d'actualité économique encore bien intéressant. On parle du projet de mine de fer d'Alderon, le projet Kami, qui chemine bien malgré l'échec de l'acquisition de la mine Scully pour les résidus. Donc, la semaine dernière, on a fait le point du côté des dirigeants de Kami, là, avec entre autres la mise à jour d'une étude sur une étude de faisabilité pour ce projet. On en parle avec Steve Chappado en fin d'émission à la chronique La Nouvelle d'intérêt. Mais pour l'instant, les actualités locales et régionales. Actualité pure FM. Ben d'abord, le courant est revenu du côté de Schefferville. Il y avait 616 clients d'Hydro-Québec à Schefferville, mais aussi dans les communautés autochtones Matimé, Lac-John et Kawawa-Shikamak qui ont été privés d'électricité plus de 15 heures finalement. La panne est survenue à 9 heures hier matin. La centrale Méniec a cessé de fonctionner, semble-t-il endommagée par des glaces. Des génératrices ont pris la relève pour alimenter en alternance les résidents des 3 secteurs. Une équipe d'Hydro-Québec s'est rapidement rendue sur place hier après-midi pour évaluer d'abord la situation et coordonner les travaux de réparation. Pour garder les aînés au chaud, les conseils de bande ont distribué du bois de chauffage hier après-midi.
Le maire Régent Porlier a prononcé un discours rassembleur lors de la sermentation du conseil municipal 2017-2021 de la ville de Sept-Îles. Il s'est réjoui de la présence de plusieurs membres du conseil de bande ITUM lors de l'événement à la salle Jean-Marc Dion hier après-midi. Le maire souhaite la réalisation de plusieurs projets en partenariat avec la communauté d'Ouachate-Mac-Magnotenam. Malgré une campagne électorale polarisée entre deux visions du développement, Régent Porlier est confiant de voir le conseil s'unir pour relever les défis des 4 prochaines années. Et je pense que les 4 prochaines années, j'aimerais qu'ils soient sous le signe de l'ouverture. J'ai pas de doute aussi qu'on va poursuivre ce qu'on a commencé il y a 4 ans, c'est-à-dire dans le respect des autres, le respect des idées. On travaillera tous ensemble, j'en suis convaincu. Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie d'assermentation hier. Comme c'était le cas de 2013 à 2017, le nouveau conseil municipal de Sept-Îles est paritaire avec 5 femmes et 5 hommes. Les 9 chefs de la nation Innu ont décidé de permettre la chasse. Il va se chasser entre 900 et 1000 caribous par les membres de leur communauté cet hiver. Ils étaient réunis jusqu'à vendredi au musée Chapoutoine d'Ouachate-Sept-Îles dans le cadre d'un sommet sur la gestion de l'espèce considérée en péril. L'an dernier, la chasse par les Innu de la Côte-Nord en territoire Cri du côté de la baie James s'était avérée conflictuelle. Les chefs Innu ont donc décidé de permettre une reprise de la chasse dans le troupeau de la rivière Georges. Ce troupeau est évalué à moins de 10 000 têtes, alors qu'il a déjà été constitué de près d'1 million d'individus. Les participants au sommet sur la gestion de la chasse au caribou ont adopté vendredi un plan de conservation en harmonie avec celui du G7. Ce que les Innu appellent le G7, c'est le groupe de 7 nations autochtones du nord du Québec et du Labrador, qui a adopté le 17 octobre dernier un plan d'action pour la protection du caribou. Le comité Avenir d'enfants d'Ouachate-Mac-Magnotenam a produit 4 nouvelles capsules vidéo pour sensibiliser les parents face aux bonnes habitudes de vie des jeunes de 0 à 5 ans. Ces capsules seront mises en ligne sur YouTube dans une semaine. Elles seront utilisées lors d'ateliers et d'événements communautaires. Ces vidéos font la promotion des services communautaires, des bienfaits du makoucham, de la médecine traditionnelle et de la transmission intergénérationnelle. Selon la responsable du comité Nishikush, Catherine McKenzie, il faut mobiliser l'ensemble de la communauté concernant l'importance du développement de l'enfant. Ce comité a été mis en place il y a 3 ans. Il regroupe 7 femmes qui travaillent auprès de la petite enfance. Le comité a déjà produit un guide info-ressources, des livres et des outils de formation. Le 16e gala Loisirs et Sport Côte-Nord a permis d'honorer à Sept-Îles samedi plusieurs athlètes de chez nous, dont Claudel Dumas en triathlon, Jérémy Lapointe en judo et Vincent René en natation, tous 3 de Port-Cartier, ainsi que Juliane Laflamme en soccer, Amy Parisé-Tremblay en hockey de Sept-Îles. La présidente d'honneur Hélène Damour a aussi rendu hommage à 2 artisans impliqués depuis longtemps à Sept-Îles. Gilles Deschamps de l'Académie de judo de Sept-Îles qui célèbre 50 ans et Jean Turby de l'Association de baseball mineur. Claudel Dumas a reçu le prix d'athlète féminine de l'année pour la Côte-Nord en sport individuel. Juliane Laflamme a obtenu le même honneur en sport collectif. Le judoka de Port-Cartier, Jérémy Lapointe, s'est démarqué comme athlète masculin de l'année. Le club régional de hockey Pee-Wee 3A, les Nord-Côtiers, qui a connu beaucoup de succès l'an dernier, notamment au dernier tournoi international Pee-Wee de Québec, a été proclamé équipe sportive de l'année. Une dizaine de personnes ont reçu des prix lors de cette soirée au Centre des congrès de Sept-Îles. Il devait y avoir bien de l'ambiance aussi. On en reparle un peu plus tard. Là, la coordonnatrice de l'événement, Jessie Tanguay, sera avec nous. Courte pause et on s'entretient avec le maire élu de la ville de Sept-Îles, Régent Porlier. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Hé, es-tu prête à casser le party? Oh oui! Après mon verre de trop, je pensais aller renverser du vin rouge sur la robe de la mariée puis faire une scène mémorable. Et toi? Je
une question de minutes. Encore une coupe de verre à caler puis je vais être prêt. Je pensais m'engueuler avec le père du marié puis m'écraser sa piste de danse. Excellent! Une petite bagarre avec ça? Oh, si tu me prends par les sentiments. Oh, oh. Si vous voulez vous faire remarquer pour les bonnes raisons, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Ah, t'as un côté du visage affaissé. Maman? C'est ça que c'est rien. T'articules mal, pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je parlais sommeil. Raymond! Pour reconnaître un AVC, pensez vite. V pour visage. Est-il affaissé? I pour incapacité de lever les bras normalement. T pour trouble de la parole, de prononciation. E pour extrême urgence. Composez le 911. Pour en connaître plus sur l'AVC, visitez fmcœur.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, Jean, hier, c'était l'assermentation du nouveau conseil de ville de Sept-Îles. Là, ils sont en poste jusqu'en novembre 2021, peut-être octobre 2021. On leur donne quand même 4 ans pour leur réalisation. Beaucoup de continuité du côté de Sept-Îles. Hier, le maire Jean Paullier en a profité pour y aller d'un discours d'unité, un appel à l'ouverture. Il est avec nous en direct. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Un appel à l'ouverture, entre autres l'ouverture avec les Inuits, hein. Je pense que tu étais content de voir quelques membres du conseil de bande Itum. T'en as parlé hier, là, il pourrait y avoir de plus en plus de partenariats. Quelle forme ça peut prendre? Une meilleure harmonie ou des projets conjoints avec la communauté de Ouachat-Macmaliottenam? Ouais, on a déjà quand même plusieurs dossiers sur lesquels on travaille ensemble, mais l'idée, je pense, c'est de comprendre l'importance que ça peut avoir de travailler ensemble dans l'intérêt des deux communautés. Lors d'un événement passé, le point sur l'économie de cette île, les Inuits étaient venus présenter un peu qu'est-ce qu'il y avait comme budget cette communauté-là, et je peux vous dire que plusieurs avaient sourcillé. C'est des budgets très importants. Et on sait que la communauté Inuit, elle dépense beaucoup localement aussi. Hein? Ça fait que il y a des intérêts économiques et il y a des intérêts, je dirais, plus sociaux qui sont là. Et on a tout intérêt à prioriser ces rapprochements-là. Moi, je le fais depuis 4 ans, ne serait-ce qu'en allant à leur rencontre quand ils nous invitent à différentes occasions. De notre côté, il faut le faire aussi. Je pense qu'on peut faire mieux. Une chose est sûre, plus, je l'ai toujours dit, plus ce peuple-là va être épanoui et plus de notre côté, je dirais, les relations entre les deux communautés vont être meilleures. Oui, ce message d'ouverture, je présume qu'il s'adressait surtout au conseil en poste, hein, qu'on a assermenté hier, peut-être au milieu économique de cette île, on va en parler tantôt. Il y a quand même des gens, des deux visions qui se sont un peu opposées en campagne électorale qui sont sur le conseil. T'es confiant qu'on va être capable de travailler ensemble, l'équipe qui est là? Absolument. Moi, reculons de 4 ans passés, là, puis on partait de loin aussi, hein, en pleine crise de la fameuse mine Arnaud, puis on a réussi, lentement mais sûrement, en se parlant, en mettant en place, je dirais, un respect mutuel, donc un lieu de communication où chacun peut exprimer ses choses. On a avancé graduellement dans ça, puis je pense qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là. Puis je suis pas inquiet. D'abord, la plupart reviennent sur le conseil. Il y a deux nouvelles personnes. Puis, peu importe la campagne qui vient de se passer, la campagne est derrière. Vous venez de mentionner qu'il y a 2 nouvelles personnes autour sur les 9 conseillers. Il y en a un, M. Gervais Gagné, qui a déjà été conseiller municipal. Marie-Claude Kessler-Légaré, c'est sa première expérience. Est-ce que le fait que sur 9, 8 personnes ont déjà l'expérience municipale comme ça, va faire que la machine va se mettre en marche peut-être plus rapidement et plus efficacement, rapidement? Ah, clairement, on part pas à zéro, là, pas du tout, hein. On a fait ensemble 4 budgets dans le passé, donc c'est pas l'ajout de 2 nouvelles personnes qui va changer la dynamique. Moi, je crois pas à ça. Je pense que ça va bien aller. Ça va juste amener de nouvelles idées, tout simplement. Puis ce qui est le fun, sincèrement, de la dernière campagne, il y avait des jeunes aussi. Je pense qu'on voit la relève, même s'ils n'ont pas été élus, ils ont amené un bon niveau de débat dans la campagne. Puis c'est les futurs, ça, c'est les futurs élus qui frappent à nos portes. Donc, qui vont s'intéresser, j'en suis convaincu, à la politique municipale au courant des 4 prochaines années.
pour être prêts à leur tour à venir tout à l'heure challenger tout ça, puis faire valoir leurs idées. Ouais, il y aura toujours des gens qui vont dire il y avait des bonnes idées dans les deux côtés dans cette campagne électorale. Russell Tremblay, à la fin de la soirée électorale, nous disait justement qu'il aimerait ça, que certaines de ces idées que vous avez jugées correctes là soient reprises dans le prochain mandat. C'est des choses possibles aussi, ça. Ah ouais, je suis pas allergique aux bonnes idées, moi, que peu importe d'où elles viennent. Il y a eu plusieurs choses, puis on se rejoignait sur certaines choses quand même. Là, c'est pas, mais toute bonne idée mérite. Et c'est ça l'ouverture. Hein? C'est ça l'ouverture à laquelle je fais appel beaucoup. C'est pas vrai que le développement de cette île repose sur la tête d'une dizaine de personnes. C'est pas vrai ça. Ça repose sur des idées de notre communauté, de notre population. Et il y en a des bonnes idées. Notre rôle, c'est d'être ouvert à ces idées-là et de les amener le plus loin possible. Et ça, vous pouvez être certain qu'on va s'appliquer à ça. Oui. Là, les séances publiques vont reprendre le 27 novembre. Il y aura sans doute des rencontres avant, là, en privé du caucus du conseil municipal assermenté hier. On va s'attarder rapidement à préparer le budget 2018. Il y a avant ça, quoi, la distribution des dossiers. Ça, c'est un privilège du maire. On va en profiter, quoi, pour y aller de façon efficace, pas régler des compte de la campagne électorale non plus, là. Non, je crois pas à ça. Moi, j'ai toujours été de dire la meilleure personne à la bonne place et pour l'efficacité générale. Maintenant, il y en a qui arrivent, qui vont faire leur preuve aussi. On va essayer de voir dans quel rôle ils peuvent être dynamiques, efficaces. C'est certain qu'il y en a qui étaient déjà dans certains dossiers, puis qui faisaient bien les choses. Il y a des départs, donc des choses à combler. Mais on va trouver l'équilibre dans tout ça. C'est pas, oui, c'est une prérogative du maire, mais on va présenter ça au conseil puis dire bon, mais voilà. Je vous dirais que à prime abord, ça a quand même bien été. Je m'attendais qu'il y aurait peut-être certains dossiers qui allaient être beaucoup plus convoités par plusieurs, ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Hein. C'est pas facile de faire juste des heureux dans un exercice comme celui-là. Il y en a qui ont les mêmes ambitions parfois. Mais non, de ce que j'ai vu, moi, ça se pilait pas trop sur les pieds tout ce monde-là, donc on devrait y arriver quand même assez bien. On a hâte de voir qui va être la nouvelle ministre de la Culture après le départ de Lauren Dubuc-Johnson. Les priorités en termes d'infrastructure, là, bon, il y a eu l'inauguration de la piscine dans le dernier mandat. C'est l'Arena, sans doute, là, on n'a pas le choix d'ici 2020. Il faut vraiment s'attarder à ça, monter un bon dossier pour aller chercher le maximum. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations? C'est sûr qu'il y a toujours des améliorations en continu, les trottoirs, les rues, les aqueducs, les égouts, mais des projets comme la Maison de la Culture, là, à part l'Arena, on n'en verra pas d'autres gros projets, j'imagine. Ben, moi, ce qu'il faut, c'est que les projets soient prêts. Une des choses qu'on a beaucoup parlé lors de la campagne, c'est le fameux centre multisport. On va le regarder comme il faut. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, puis est-ce que ce serait avantageux de le regarder en même temps que l'Arena? On va le regarder. J'ai dit qu'on le ferait. On va le faire l'analyse pour que ce soit le meilleur projet. Si c'est pas là maintenant de le positionner avec l'agrandissement, avec l'Arena, la nouvelle Arena, ben c'est quand même de préparer ce dossier-là pour qu'il soit prêt pour la prochaine fenêtre d'opportunité. Le rentrer dans les projets d'immobilisation ne vous engage à rien, là. C'est juste de voir les opportunités qui s'offrent à nous. Ben, tous projets là sur lesquels on commence déjà à parler, que ce soit les centres multisports, on parle aussi pour le judo là d'un dojo. Il y a plein de choses, toutes ces infrastructures-là, il faut que les projets soient prêts. C'est-à-dire qu'on se penche tout de suite, c'est quoi la meilleure solution, peu importe le projet, que le projet soit là. Et lorsque les programmes arrivent, les programmes gouvernementaux, provinciaux, fédéraux... Souvent, il arrive des années d'élection, puis les élections, ben, c'est 2018, 2019 au fédéral. Ben, exactement, donc il faut être prêt. Et ça, on va mettre un accent là-dessus, certainement. En terminant, en termes de développement économique, là, il y aura ni Mine Arnaud, ni de phase 3 d'Aluminerie Alouette dans le prochain mandat. La reprise, là, actuellement, elle est palpable, la reprise. On est en recrutement. Il y a des gens qui vont revenir à cette île ou qui vont s'installer à cette île. La diversification, c'est probablement toujours la priorité du maire. Est-ce qu'il faut reconstruire des ponts dans un premier temps avec le milieu des affaires, là, suite à la campagne électorale? Quand on me dit le milieu des affaires, toujours un peu de misère avec ça. Là, c'est pas toutes les entreprises. Là. Il y en a plusieurs qui me disaient, lâchez pas, M. Parlier, puis je pense qu'on n'était pas sur la mauvaise voie. En tout cas, ils sont pas affichés publiquement, ceux-là. Là. Non, puis c'est pas simple de s'afficher publiquement non plus. On le sait. Et je suis loin d'être convaincu que ça a été un bon choix de le faire pour les 35 entreprises. Vous savez,
Les gens, moi, je savais qu'elle sera pas simple, la campagne. Pour une bonne raison, on sortait de 4 ans pas trop facile, hein, avec le ralentissement économique, on a dû faire des choix difficiles, souffler la neige sur les terrains, toutes des choses pas populaires, mais des choix responsables qu'il fallait faire. Donc, je savais qu'elle serait pas simple, mais je suis loin d'être convaincu que de voir débarquer les 2 anciens maires, les 35 gens d'affaires là qui font une sortie publique pour dire faut appuyer l'autre candidat, je suis loin d'être convaincu que moi ça n'a pas donné un petit haut le cœur à notre population. Il y a une minute là, le maire il est là, il y a des réalisations qu'on va juger. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va les juger, nous, la population. On n'a pas besoin de personne pour se faire dire, là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, dans quel intérêt. D'ailleurs, on aurait eu toute une dynamique que j'imagine, si M. Tremblay avait gagné, de dire, bon, il doit quoi, ces 35 entrepreneurs-là, là, qui ont donné le gros coup pour l'aider? Moi, je pense que finalement, là, les choses sont, on va les reprendre où elles sont aujourd'hui. Moi, je vais travailler avec tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mon ambition, c'est pas mes intérêts à moi, c'est les intérêts de la ville. Et la ville, vous avez parlé de diversification économique. Pour moi, là, c'est encore le nœud, la chose sur laquelle il faut qu'on travaille. Cessez de le regarder toujours avec la même approche, puis la vieille approche de dire, bon, on a des atouts ici à cette île, focusons sur nos atouts. Regardons plutôt nos obstacles. Quels sont les obstacles à la diversification économique? Et la première chose que je vois, moi, c'est l'ouverture sur les idées d'un peu tout le monde. Il y en a qui ont des bonnes idées et il faut savoir saisir les opportunités. On a, à mon avis, beaucoup trop longtemps été sur un discours unique. Grande entreprise, c'est là que ça se passe et quand ça va aller, tout va aller. Alors que on sait très bien que pendant toutes ces années-là, la petite et moyenne entreprise a toujours vécu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés de garder leur main-d'œuvre. Toute la question du logement, par exemple, qui vient s'attacher à ça. Fait que, moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on va le prendre, la diversification économique, puis qu'on va s'attarder aux obstacles. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche de diversifier? La corporation, c'est quand même une corporation municipale, développement économique, cette île. Il va falloir, j'imagine, qu'elle se rapproche un peu du maire, là. Ça annonce des changements dans le prochain mandat, peut-être pas dans la mission, mais dans les personnes qui sont là, quoi. Mais ce qu'on va faire, là, dans un premier temps, on va se faire une bonne discussion en conseil. Qu'est-ce qu'on souhaite de notre corporation? Il est clair qu'il faut qu'il y ait une meilleure synergie entre le politique et sa corporation. Et présentement, il y a comme un deuxième niveau politique à la corporation qui, à mon avis, n'a pas sa place. Un conseil d'administration pour s'assurer la livraison du mandat donné par le conseil municipal à l'intérieur d'un cadre financier. C'est ça le travail du conseil d'administration. On va avoir des discussions. Je suis pas inquiet. L'intérêt collectif va primer. Tout le monde va comprendre ça. Et encore là, ça va être de s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Mais on va faire ça en adulte, là, puis je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Eh bien, Régent Parlier, un gros merci pour ta présence en direct à notre émission Côte-Nord Attitude. Tommy, comme le bon fonctionnement du conseil municipal ne dépend pas que du maire, mais aussi de l'ensemble des élus, j'ai posé 2 petites questions là à Michel Bellavance, qui lui appuyait Russell Tremblay comme candidat à la mairie, et à Guylaine Lejeune, qui appuyait Régent Parlier lors de la dernière campagne électorale. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Une semaine après l'élection, Monsieur Bellavance, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un conseil là qui est là pour relever les défis des 4 prochaines années? Bien, certainement. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on a été élu. C'est certain que le conseil, de toute façon, un conseil, c'est pour argumenter, c'est pour discuter, c'est pour travailler pour le mieux des citoyens de la ville de cette île. Puis je suis convaincu qu'on va réussir à le faire. Il y a beaucoup de continuité. Par contre, il y avait des équipes, des affinités avec l'autre candidat qui est défait dans cette élection-là. Est-ce que ça va rester, vous pensez, des séquelles de l'élection puis de la polarisation? Non, je croirais pas. De toute façon, je pense qu'on a tous le même but. C'est peut-être des fois au niveau de la recette que ça peut différer un peu, mais on a tous le même but, puis on va travailler pour les gens de cette île. Les priorités, à ce moment-ci, là, on n'en a pas parlé encore. Là. On va se rencontrer, on va regarder le budget de 2018. Ben, je pense que vous venez de le mentionner, M. Saint-Pierre. La priorité, c'est le prochain budget pour l'instant. Merci. Guylaine Lejeune, une semaine après l'élection comme ça, là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une équipe prête à relever les défis des 4 prochaines années au conseil municipal de cette île? Oui, moi je pense que pour employer un terme commun, la poussière est retombée. Je pense qu'on est là pour les citoyens. C'est quand on s'engage en politique puis qu'on le fait pour la bonne raison. Je pense qu'on est là pour travailler pour la population. Je pense que l'équipe qui est en place
va continuer à faire ça dès demain. Ça a été quand même une campagne polarisée, là, où chacun s'est positionné derrière un ou l'autre des candidats à la mairie. Est-ce qu'il va rester des séquelles de la campagne ou si on va agir dans l'harmonie là, dans les prochaines semaines? Je souhaite sincèrement que ce soit dans l'harmonie. Les séquelles, ceux qui vont recommencer avec de l'amertume, c'est comment je pourrais t'expliquer? C'est sûr qu'il va falloir passer au-dessus de ça. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu des équipes qui se sont dessinées, mais moi, je pense que j'ai travaillé, j'ai appuyé M. Parlier au début de quand il a lancé sa campagne, parce que je souhaitais une continuité, parce que je trouve que les choses vont bien, et puis il fallait le faire. Moi, c'est selon mes valeurs, et c'est ce dans quoi j'ai orienté ma campagne, et le résultat est là. Alors, j'espère sincèrement de tout cœur que tout le monde va relever les manches, puis on continue à travailler pour le bien de la communauté. Une seule personne qui a jamais siégé au conseil, on peut penser qu'on va être efficace assez vite. En tout cas, tout le monde connaît un petit peu les rouages de la ville de Sept-Îles. Est-ce qu'il y a des priorités ou des dossiers là, qui pourraient avancer plus vite que d'autres au début de 2018? Mais écoute, c'est sûr que la priorité, là, dès bientôt, c'est le budget. Il faut faire avec l'économie qu'on a. Oui, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui vont avancer, mais tu sais, le quotidien de nos citoyens, les problèmes de rue, les problèmes de lumière, tout ce qui continue dans la vie va aller de l'avant. Ensuite, après 2018, après l'année, en début d'année, il va falloir faire en sorte qu'on aille de l'avant, puis que tous les projets qui peuvent être promoteurs, puis qui peuvent être bons pour notre ville, pour notre économie, puis dans l'ensemble de toutes les strates de notre société, mais qui aillent de l'avant. Merci beaucoup. Tout le monde ensemble. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Motoneigiste, Atelier Laforge a reçu les derniers modèles Ski-Doo Summit et les nouveaux accessoires de montagne. Conçus pour affronter les terrains les plus exigeants, les motoneiges Summit sont offertes avec le léger moteur 850 E-Tech et l'agile plateforme RevGen 4. Économisez jusqu'à 2000 $ sur nos modèles 2017 sélectionnés avec aucun acompte et aucun paiement pendant 12 mois en vous rendant chez Atelier Laforge pendant la vente étiquette jaune qui se termine le 30 novembre. Passez nous voir dès aujourd'hui. Ski-Doo, la suite, c'est maintenant chez Atelier Laforge. Certaines restrictions s'appliquent. Contactez votre concessionnaire pour plus de détails. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, la force du pneu Pirelli Ice Zero, déjà clouté du fabricant, est une excellente traction, y compris la traction maximale dans toutes les conditions routières. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 $ à Sept-Îles. Pas de stress, il y a Point S. Grande journée VIP à vos bijouteries Banville et l'Orchidée ce samedi 18 novembre seulement. Des promotions de 10 à 50% vous seront offertes en magasin. Avec tout achat, vous courez la chance de participer à nos tirages totalisant plus de 1000 $. De plus, pour vous remercier de votre visite, le tirage de plusieurs bijouelles seront effectués durant la journée. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Samedi le 18 novembre seulement à vos bijouteries Banville de Place de Ville et l'Orchidée des Galeries des Îles à Port-Cartier. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5000 $ ou obtenez jusqu'à 2000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai. Sans oublier la Micra et la Sentra SV 2017 offerte à partir de seulement 39 et 49 $ par semaine en location de courte durée 24 mois en plus de recevoir des pneus d'hiver sans frais. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Pis chérie, comment vont tes achats de Noël cette année? Te connaissant, tu dois pas avoir commencé encore. Bon, check l'autre. Inquiète-toi pas, j'ai la situation bien en main. Même que j'ai déjà terminé, tu sauras. Oh ouais, ok. Psst, ce Noël, moi j'ai trouvé tous mes cadeaux à la même place. Pour une fois, je serai pas dernière minute. La boutique Attraction va faire des heureux à Noël. Restaurant, hôtel, activités à 50% de rabais en tout temps. De quoi faire plaisir à tous les membres de la famille tout en respectant le budget. Magasinez dès maintenant sur boutiqueattraction.com. Côte-Nord. Attitude. Tommy, les membres de l'exécutif national de la Fédération étudiante collégiale du Québec étaient au cégep de Sept-Îles, réunis cette fin de semaine. Donc, le président est Jason Saint-Amour. Je pense qu'il est déjà retourné à Montréal, mais on va le rejoindre par téléphone. Bonjour, Jason. Bonjour, ça va bien? Oui, t'as fait un beau voyage à Sept-Îles en fin de semaine? Oui, c'était un beau voyage. Il faisait pas trop froid, c'était pas super. Ouais, c'était ton deuxième à part ça cet automne, là. T'es rendu un adepte de la Côte-Nord. Ben oui, on va prendre un abonnement au Traversier. Dis-moi, c'était le 93e congrès de la Fédération étudiante collégiale du Québec. C'est quand même une vieille organisation où on fait 10 congrès par année, là? Non, c'est
une organisation qui existe depuis 28 ans. Donc, on a été fondé en 1990. Donc, on fait plusieurs congrès par année, mais les structures ont changé depuis le temps. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu à notre 93e maintenant. Et comment ça se dessine, le mouvement étudiant? Rappelle-moi, là, il y a toujours 3 regroupements au niveau des étudiants du collégial, des associations dans chacun des cégeps, là? Au niveau des associations collégiales, il y a des associations indépendantes, donc sans affiliation nationale. Il y a l'association pour une solidarité syndicale étudiante, la C. Il y a aussi nous, la FEC. Donc il y a 3 volets là, que peut emprunter une association là, dans sa représentation politique au national. Et puis vous autres, vous êtes la gang les plus calmes, ceux qui sont un petit peu plus au centre. L'autre qui porte le nom de syndicat, c'est l'ancienne Gabrielle Nadeau-Dubois. Ça, c'est plus radical. C'est comme ça qu'il faut comprendre? Oui, c'est l'ancienne organisation de Gabrielle Nadeau-Dubois. Je vous dirais que nos méthodes de travail sont différentes. Nous, on est plus portés à détailler notre argumentaire par rapport avec des recherches pour après ça les présenter aux différents politiciens avec qui on travaille. Si ça fonctionne pas avec les politiciens, on va prendre d'autres moyens. Nécessairement, on va prendre des moyens de pression, par exemple. Comme on l'a fait en 2012, on était aussi dans la rue. Mais si on est capable de régler le problème en amont, c'est ce qu'on va faire en premier. Oui. Et là, de quoi il a été question cette fin de semaine là au niveau de votre exécutif national au Cégep de Sept-Îles? On parle beaucoup d'aide financière aux étudiants encore ces jours-ci, dans le milieu collégial? Oui, parce que la précarité financière chez nos étudiants, c'est une question qui revient à chaque année, à chaque jour. C'est pas fini l'insécurité financière. Donc, on s'est bien sûr penché sur le programme d'aide financière aux études, présentement notamment en adoptant une recherche portant sur les taux d'intérêt dans le programme payé par les diplômés suite à leurs études. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que le taux d'intérêt soit revu pour que les étudiants payent un petit peu moins cher puis qu'ils sauvent quelques centaines de dollars par année, par exemple. Mais le gros sujet de la fin de semaine portait sur le projet de loi 151 qui vise à éliminer et à prévenir les violences à caractère sexuel sur les campus et dont les établissements collégiaux. Jason, la dernière fois qu'on s'est parlé à cette même émission, on a parlé des coupures de budget dans le réseau collégial. Là, tu demandais 83 millions de dollars de plus pour le réseau. Il y a des élections en 2018, ça va se faire. Dis-moi, d'après ce que tu constates, tu viens nous voir souvent sur la Côte-Nord, tu es à Montréal. Est-ce que les cégeps en région sont aussi bien traités dans le réseau que ceux des grands centres? Non. Je vous dirais que la recherche qu'on a fait montre de façon très flagrante les iniquités qui existent dans le réseau présentement et les cégeps de région, autant au Saguenay, autant en Abitibi ou autant même sur la Côte-Nord, sont durement touchés par les compressions des dernières années. Le réinvestissement les a très peu aidés et c'est pour ça qu'on a demandé un chantier sur la formule de financement et le chantier va s'ouvrir dès l'hiver prochain. Donc, on va pouvoir venir déposer nos doléances auprès du ministère pour que la vitalité économique du Cégep de Sept-Îles puisse revivre un petit peu et que le Cégep puisse remplir sa mission pédagogique. Oui, je vois parmi les sujets à l'ordre du jour abordés par votre exécutif national réuni à Sept-Îles en fin de semaine, la légalisation du cannabis. On en a parlé comment? Vous êtes inquiet? Vous avez hâte? C'est quoi? Comment on aborde? Quel angle on aborde le sujet? Pour ce qui est de la légalisation du cannabis, ce qu'on a fait du côté de l'exécutif national, c'est qu'on a déposé différentes recommandations, notamment en ce qui a trait l'âge, ce qui a trait à la possession, à la vente, à l'achat aussi, la vente par exemple par des sociétés d'État. Donc, les différentes recommandations ont été soumises aux membres, mais pour le moment, il n'y a pas de position qui se sont prises parce que les étudiants veulent aller consulter leurs membres sur leur campus. Donc, d'ici les prochains congrès, il va y avoir différentes assemblées générales dans les différents campus au Québec, puis on va revenir en instance pour voter sur les différentes recommandations qu'on a fait en fin de semaine, notamment l'âge pour la consommation de cannabis. Ouais, j'imagine que c'est la faute à Dominique Boudreau-Lapierre, l'ancien président de l'Assemblée générale du Cégep de Sept-Îles, qui est maintenant responsable des communications à votre fédération si la rencontre avait lieu à Sept-Îles en fin de semaine. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont émergé, Jason, en terminant de cette rencontre à Sept-Îles?
Oui, bien sûr, on a parlé d'un projet sur les étudiants réfugiés, donc avec tous les conflits qui se passent dans le monde. Il y a différents projets qui naissent dans les cégeps, dans les établissements aussi universitaires au Canada. Donc le cégep d'Olivier-Lauzon qui est maintenant membre chez nous était là en fin de semaine pour présenter un projet pour que les étudiants puissent accueillir d'autres étudiants réfugiés au sein de leur campus. Donc c'est un projet assez novateur, porteur aussi d'avenir. Puis on va espérer que nos associations étudiantes reprennent ce projet-là, dont cette île aussi pourrait embarquer dans le projet dans les prochaines années. Bon, ben c'est bien le fun. La rencontre a eu lieu à cette île. Il y a des gens qui se sont déplacés d'un peu partout au Québec. Vous allez revenir l'an prochain, j'imagine, une fois ou deux? On fait une rotation parmi nos différentes régions. L'année prochaine, on va être en Gaspésie, mais j'ai pas de misère à croire que d'ici un ou 2 ans, on va revenir à cette île, mais on revient, on est souvent sur la Côte-Nord. Eh bien, Jason Saint-Amour, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct aujourd'hui. Merci beaucoup. Au retour, on s'entretient avec Jessie Tanguay sur le gala Loisirs et Sport Côte-Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Nissan présente la grande vente de fin d'année, Maître de la route, en l'honneur de Star Wars Les Derniers Jedi, en salle le 15 décembre. Conduisez une nouvelle Nissan aux 2 ans, grâce à la location 24 mois sur les Nissan Micra et Sentra, offerte en location courte durée. Et en ce moment, obtenez en prime les pneus d'hiver sans frais. Faites vite, l'offre se termine le 30 novembre. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan ou sur choisisseznissan.ca. Économisez jusqu'à 1 000 $ par couple et envolez-vous avec Sunwing vers un paradis tropical à Noël ou au Nouvel An. Découvrez notre service primé et choisissez parmi la plus grande sélection d'hôtels les mieux cotés pour familles et adultes. Hâtez-vous de réserver, car les hôtels populaires se remplissent et ces aubaines s'envolent. Communiquez avec votre agent de voyage ou visitez sunwing.ca. Ah, salut! Bon week-end? Oui, mais j'ai encore passé mon temps à faire le taxi pour les enfants. Ça commence à me coûter pas mal cher d'essence. Ah, moi, c'est drôle, c'est pas si pire. Ben, ce matin, ça m'a coûté 4,50 $ de moins que d'habitude faire mon plein. Ah ouais? Ouais, moi aussi, ça m'a coûté 3 $ de moins hier, puis 5 $ de moins la semaine dernière. Sérieux? Vous allez où, donc? Ben... Chez IGA? Chaque semaine, IGA vous offre une réduction sur l'essence Shell pour chaque tranche de 70 $ d'achat IGA. Des rabais qui peuvent monter vite. Détails en magasin. Prévoir la météo, c'est pas évident. Mais il y a une chose assez prévisible. Lorsque le froid arrive, vos pneus perdent leur adhérence. En fait, ça se passe autour de 7 degrés Celsius. Alors, sur chaussée sèche ou mouillée, la neige, la glace ou la gadoue... Votre véhicule Ford adhère et freine mieux dans toutes les conditions avec des pneus d'hiver recommandés par un expert en pneus Ford. On ne sait jamais. Avec la météo, prenez rendez-vous aujourd'hui sur serviceford.ca. Ma couverture douillette, je l'ai. Mes émissions de télé préférées, je les ai. Économiser pendant que je profite de la saison de l'hibernation au max, ça aussi je l'ai avec le trio tout inclus de Cogeco. Internet Ultra Fibre 40 illimité, la téléphonie et le forfait Télémix ultime, incluant RDS, TVA Sport et Super Écran pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Obtenez aussi l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Il fait peut-être froid à l'extérieur, mais c'est épatant à l'intérieur. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Attitude. Alors, ce week-end avait lieu le 16e Gala Méritas Loisirs et Sport Côte-Nord du côté de cette île. On le sait, il se promène un petit peu partout sur la côte d'année en année, mais cette année, c'était du côté de cette île et on a remis 91 des bourses, des Méritas. Vraiment, on a souligné 91 personnes, organismes ou bénévoles, organisateurs. C'est vraiment tout une organisation et pour en parler, on va rejoindre au bout du fil la coordonnatrice du gala, Jessie Tanguay. Bonjour Jessie. Bonjour. Fatiguée? Pas fatigué? Oui. Oh non, ça va bien. On avait une belle équipe là pour nous aider pour le gala, donc ça a très bien été. Parce que à voir ça, là, 91 remises qui ont été faites et on couvre vraiment très large, autant par rapport au territoire qu'aux différents sports et implications. C'est un travail quand même assez colossal là, de colliger tout ça et de vraiment réunir tous ceux qui se démarquent sur la Côte-Nord. Exact, mais c'est ça, comme vous l'avez dit là, en entrée de jeu, c'est la 16e édition.
Donc, les gens connaissent bien le gala. Les associations régionales sont bien habituées au processus. Donc, ça se passe assez bien là, à ce niveau-là. Avant de mentionner certaines remises, certains méritas, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous, avec un comité, qui choisissez les gens dans les différentes catégories, ou c'est de l'autre côté, c'est les gens qui doivent soumettre des candidatures? Oui, en fait, nous, on invite toutes les associations régionales à soumettre des candidatures. Donc, ils peuvent soumettre entraîneur de l'année, officier de l'année, équipe de l'année, athlète. Et donc, c'est à eux de nous soumettre toutes les candidatures. Puis, par la suite, il y a un comité de sélection formé de 7 personnes, Bécomo, Port-Cartier et Sept-Îles. Puis, c'est eux qui font l'analyse et la sélection là, des récipiendaires. Tu sais que, Jessie, dans le milieu sportif, on est toujours compétitif, on veut gagner. Puis des fois, il y a des chicanes de clochers. Exemple, Sept-Îles contre Bécomo, entre autres au hockey. Ouais. Vous autres, vous faites abstraction de ça, là, parce que je vois qu'il y a des gagnants partout. On s'est donné une structure qui permet justement de y aller vraiment au mérite des jeunes. Exactement. C'est vraiment le dossier, là. À la limite, on pourrait même pas regarder le nom, là. C'est vraiment, nous, on est un organisme régional, donc c'est de Tadoussac à Blanc-Sablon. Ouais, c'est un beau hasard si le congrès, l'événement est à Sept-Îles, puis il y a beaucoup de gagnants de Sept-Îles, Port-Cartier cette année. Port-Cartier, beaucoup de boursiers, entre autres. Hein? La ville se développe bien côté sportif, c'est ça qu'il faut se dire, j'imagine? Oui, vraiment. Là, il y a toujours eu un beau développement sportif. Là, il y a des gens qui ont à cœur le développement, là, donc. Ça paraît, on le voit bien là, avec les boursiers. Également, vu que cette année, on célèbre le 50e anniversaire de l'Académie du judo de Sept-Îles, il y a plusieurs prix, là, dont le prix reconnaissance, le prix hommage également à Monsieur Gilles Deschamps. On voit que le judo a vraiment pris une place importante dans ce gala. Ouais, ben oui, le judo, on le remarque là sur la Côte-Nord, là, ça va extrêmement bien. On le voit aussi dans les résultats aux Jeux du Québec. Il y a plusieurs athlètes qui font aussi partie de l'équipe Québec. Donc, en judo, ça semble très bien aller pour eux. Est-ce qu'il va falloir renommer le prix de l'athlète de l'année en personne handicapée, le prix Vincent René, parce que lui, il commence vraiment à faire sa place dans cette catégorie-là? Oui, exactement. Ben, tu sais, on peut pas passer à côté de son dossier là, quand on en fait la lecture. Là, il se démarque vraiment année après année. Donc, oui, peut-être qu'il pourrait avoir son nom un jour sur le prix. C'est vraiment une inspiration de voir un jeune comme ça qui a des limitations, mais qui réussit quand même à performer de manière très impressionnante au niveau provincial. Oui, c'est remarquable. C'est vraiment un bon petit jeune qui a à cœur son sport, puis c'est beau de le voir aller. Là. On parle beaucoup des athlètes, mais on vient de parler de Gilles Deschamps là, qui a été entraîneur et administrateur là, c'était le directeur technique là, de l'Académie de judo de Sept-Îles, mais ce gars-là sert aussi à souligner, autre que les athlètes, les gens qui les entourent, dont entraîneurs, administrateurs, officiels de l'année. Peux-tu nous donner les détails là, de ces différentes catégories-là? Oui, vous voulez savoir les noms? Ben, on y va avec un entraîneur de l'année, donc. Oui, donc c'est Karen Sauvageau, en patinage artistique de Bécomo. Donc, c'est elle qui s'est démarquée à ce niveau-là. Les officiels, c'est toujours important. On pourrait pas avoir de sport. La plupart des sports, on pourrait pas les pratiquer s'il y avait pas d'officiels. Non, c'est très important de souligner. Cette année, c'est Stéphanie Bernier, en nage synchronisé de Bécomo, là, qui a été sélectionnée. C'est quand même particulier, la nage synchronisée. On pense parfois que, les jeunes filles vont faire leur performance, mais on oublie souvent les gens qui sont en dehors de la piscine pour un sport comme celui-là. Ben oui, c'est ça. Puis sans eux, les sports jugés, c'est essentiel qu'il y ait des gens qui puissent faire ce travail-là autour, comme les entraîneurs, comme les administrateurs. Donc, c'est pour ça on veut pas les oublier, donc on veut les mettre de l'avant et les souligner. Et du côté administrateur bénévole de l'année, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit quelqu'un des Escoumins là, qui soit ressorti, parce que pour des municipalités qui sont peut-être un petit peu plus petites comme celle-ci, le côté administrateur, souvent, faut redoubler d'efforts pour réussir à avoir des structures fortes et bien implantées dans notre communauté. Oui, exactement. Et dans ce cas-ci, c'est Myriam Tremblay, comme vous l'avez dit, des Escoumins, puis elle, dans son dossier, c'était assez incroyable au niveau du budget de son association, là, tout ce qu'elle a pu aller chercher, là, c'était vraiment remarquable. Là. Elle a fait un travail colossal. C'est quoi le montant total qui est remis dans une soirée comme celle-là? C'est 51 900 $ qu'on est allé chercher tout au long de l'année là, avec la Fondation Loisirs et Sport Côte-Nord. Dont le fameux vin et fromage? Exactement, le fameux vin et fromage en fait partie. Là, c'est une grosse partie. On remercie toujours les gens de participer.
université à chaque année. Et pour aller dans le même sens que le commentaire de Tommy concernant les gens de la Haute-Côte-Nord qui ont reçu des hommages, bravo pour donner des bourses aussi à des athlètes comme Étienne Belzile de Fermont ou Wayne Roberts de la Basse-Côte-Nord, parce que quand on est dans des milieux isolés comme ça non plus, là, se développer comme athlète, c'est pas évident, hein, non plus. Non, c'est pas évident, là. On a même de la misère à les amener dans nos championnats régionaux, les jeunes de la Basse-Côte, malheureusement. Ouais, il y avait une entente à ce niveau-là. Je sais qu'il est en ce moment en train de se travailler là pour qu'ils puissent se déplacer comme tout le monde là, à leur compétition. Là, c'est essentiel. Beaucoup de boursiers, donc, de la Fondation Loisirs et Sports Côte-Nord. C'est sûr qu'on peut pas donner des gros montants, là. Nos athlètes de plus haut niveau, comme Charles Paquette, un espoir olympique, ou Étienne Briand, un autre espoir olympique en judo, on leur donne chacun 1600 $. Elle est en santé, la Fondation Loisirs et Sports Côte-Nord. On pourrait pas en faire plus, quand même, hein? Ben, on en fait déjà beaucoup. C'est sûr que c'est d'aller chercher les sous là à chaque année. Mais bon, on le fait avec l'opération Nez Rouge aussi, puis avec le tournoi de golf là, en collaboration avec le Drakkar. C'est nos trois principales activités. Le vin et fromage à Sept-Îles. Et oui, et le vin et fromage à Sept-Îles. Donc, pour les gens là, qui voudraient avoir la liste complète des 91 récipiendaires, est-ce qu'on peut trouver ça sur le site Internet de l'URLS? Oui, ce sera cet après-midi. Là, je vais le mettre... pour que ce soit disponible pour tout le monde. Donc, au urlscn.qc.ca. Jessie Tanguay, coordonnatrice du gala Méritas Loisirs et Sports Côte-Nord qui a eu lieu ce week-end. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bye-bye. Bye. Masexualité.ca vous demande, êtes-vous vraiment informé? Hey, ça dit ici que si tu commences à prendre la pilule, on n'aura pas besoin de condom. Ouais, je sais. Tu m'as toujours dit que c'est plus hot. Mais j'ai aussi entendu dire que la pilule fait engraisser. Ben, on pourrait s'essayer juste une fois. De toute façon, c'est quoi les chances? Hey! Si tout ce que vous entendiez était vrai, les castors parleraient, on vivrait dans des igloos, et puis vos parents auraient toujours raison. Vérifiez les faits à masexualité.ca. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Autre sujet économique bien d'actualité aujourd'hui à notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chapado est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean. Steve, on va parler du projet d'Alderon. Là, ça fait quand même quelques années que c'est dans le décor du Labrador, je dirais, le fameux projet Camille qui est à cheval entre la frontière du Québec et du Labrador. C'est un projet qui remonte à plusieurs années. Votre ancien collègue Jean-Guy Goujon faisait état justement de temps à autre. Et il y a une première étude justement économique qui avait été réalisée en 2012 qui révélait justement un coût de projet d'environ 1,3 milliard pour démarrer une mine dans le projet Camille qui est juste un petit peu à l'est de Fermont. Là, pour ceux qui connaissent Fermont, le lac d'Avio, là, c'est vraiment du côté est, entre Fermont en fait et la mine Scully qui est située à Wabush. Donc à peu près 20% du projet est situé en territoire québécois. Donc, il était question à ce moment-là d'un projet d'1,3 milliard qui nécessitait justement les travaux miniers et notamment d'un dépôt à résidus là, directement sur le site minier. Et aussi, du côté de Sept-Îles, prévoyait faire exactement un copier-coller de ce que Thomson avait fait ici à l'époque en 2010, c'est-à-dire ses propres aires de manutention et d'entreposage. Donc, l'ensemble de ces paramètres-là donnait un coût de projet de justement 1,3 milliard. Quand même un gros projet. En 2012-2013, par contre, le prix du fer était à près de 200 $ sur les marchés mondiaux. Là. On pensait que ce projet-là était un de ceux qui pouvaient mourir avec la réalité des 2 dernières années. Hein? Oui, en fait, c'est que les années subséquentes, justement, ils avaient quand même un intérêt justement à porter ce projet-là. D'ailleurs, c'est une des entreprises qui fait partie du regroupement pour le quai multi-usagé, qui ont fourni même 20 millions de dollars pour justement faire partie du quai multi-usagé, au moment où Cliff était encore en vie. Donc, eux prévoyaient justement ici à Sept-Îles d'aménager une aire de manutention avec un droit de passage, mais avec un quai multi-usagé.
Mais finalement, avec la faillite de Cliff qu'on a connue en 2014 et 2015, mais finalement, leur projet aussi a eu du plan dans l'aile avec la baisse des prix. Sauf que une opportunité avec la faillite de Cliff à deux niveaux. Du côté du Labrador, ben pourquoi ne pas utiliser l'ancienne mine Scully comme dépôt à résidus? Autrement dit, on remplit la fosse au lieu d'aménager une fosse à résidus là, de façon indépendante. Et l'acquisition des actifs de Pointe-Noire par le gouvernement du Québec faisait en sorte que le passage était libéré et on pouvait bénéficier via une solution multi-usagée à une aire commune d'entreposage et de manutention. Et là-dessus, ben, ces deux projets-là font en sorte qu'on bénéficiait d'une économie d'environ 400 millions de dollars. Donc, on passait un projet de 1,3 milliard à, justement, 900 millions. Et c'est l'étude, justement, qu'on avait ici déposée sur vos ondes, là, qu'on avait expliqué là, au mois de mars dernier. Maintenant, on l'a pas eu, Scully. Le projet reste rentable. Hein? C'est ça qu'on a publié cette semaine, une étude qui actualise ça, parce que c'était peut-être le plan A, mais on avait des plans B, éventuellement des alternatives du côté d'Alderon. Exactement. Alderon avait été intéressé, même à l'époque de la faillite de Cliff, avait même des intérêts pour le lac Bloom, mais finalement, ça s'est réalisé au détriment davantage de Champion. Justement, ça c'est davantage connu. Mais surtout, ça, il va falloir que quelqu'un me l'explique un jour, c'est qu'il y avait une opportunité en or d'acquérir la mine Scully. Ils ont déposé un appel d'offres. Bon, il fallait qu'ils prennent en charge un passif environnemental d'environ 50 millions de dollars. Mais il y avait une offre en appel d'offres. Ils ont seulement, donné un prix d'à peu près 1 million de dollars comptant pour pouvoir acquérir les actifs. Et c'est finalement Takora qui sont sortis gagnants, qui eux ont offert 2 millions. Puis on voit avec l'étude de cette semaine que finalement le coût qu'on pensait au mois de mars, le fait de refaire le projet avec une fosse à résidus autonome, fait en sorte que les coûts de projet augmentent de 100 millions. Donc on peut dire qu'ils sont passés à peut-être à quelques millions près de faire une économie substantielle de 100 millions. Mais par contre, les résultats de l'étude de la semaine dernière démontrent que la rentabilité du projet, même si ça leur coûte 100 millions de plus, on arrive avec un projet d'1 milliard actuellement, c'est que leurs hypothèses de prix de vente sur les marchés a été augmentée de façon substantielle. Notamment dans l'hypothèse de base où il y a un prix de fer environ à 62 $ la tonne. Et c'est surtout la prime de 25 $ qui est appliquée dans la nouvelle étude qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un prix estimé en US à 85 $ et plus la tonne. Ouais. Donc ça, c'est vraiment qui fait en sorte que le projet est davantage intéressant. Et je t'écoute là, c'est très comparable à la situation de Champion Iron qui a créé la compagnie Mine de fer Québec et qui va réouvrir les installations, la mine de fer du lac Bloom, avec un modèle économique quand même intéressant. On en a parlé plusieurs fois cette chronique. Est-ce que Champion peut être un modèle pour Alderon? Ben tout à fait. Quand on regarde les coûts, c'est exactement un copier-coller du projet du lac Bloom. C'est environ 8 millions de tonnes par année avec un fer d'une pureté d'environ 65-66% aussi. Donc, c'est un petit peu les mêmes revenus que la compagnie sera appelée à générer. Mais la grosse différence, si on regarde un petit peu le coût de redémarrage du lac Bloom plus les coûts de départ d'investissement, ben, Minerais de fer Québec coûte 400 millions à repartir, y compris l'acquisition, tandis que ce projet-là, lui, va coûter 1 milliard. Ouais. Donc, on voit que même encore là, le projet du lac Bloom est davantage plus rentable de par l'acquisition. Mais on pense que eux, dans les hypothèses, à partir d'un prix de 85 $ la tonne, si on inclut les coûts de revient de la production et du transport, mais on arriverait à faire un profit net de 45 $ US la tonne. Donc, si on convertit ça en canadien, là, on peut penser entre 50 et 60 $ de profit net la tonne. Puis le défi pour le démarrage de ce projet-là, c'est non pas la rentabilité même du projet, mais c'est la disponibilité des capitaux. Voilà. 1 milliard à financer, là, on le voit, c'est un type de projet, ce qu'on appelle dans le jargon greenfield. C'est à partir d'une mine qu'il faut complètement refaire à zéro, décaper justement le site. Il y a des risques liés à des coûts de construction qui pourraient dépasser. Ce qui n'est pas le cas nécessairement de Minerais de fer Québec. On achetait un site qui était complètement opérationnel, qui était avec un strip ratio très, très faible, très peu de morts-terrain pour justement le minerai qui est disponible. Donc, tout ça fait en sorte qu'on peut avoir un projet, oui, qui est viable avec
avec Alderon, mais il va demeurer un défi sérieux pour la capacité de financement de ce projet. Ben quand même, le projet Camille demeure bien en vie. Quand on regarde ça, finalement, il pourrait y avoir Takora qui réutilise les mines Scully. On a Lac Bloom, ça s'en vient. Alderon avec le projet Camille. Tout ça, c'est des retombées, peut-être pas directes pour cette île, mais quand même pas mal de retombées. De deux façons, je dirais. Le fer transite par le port de cette île et nos PME ont de l'expertise dans l'industrie du fer. Ben, vous voyez, ces trois sites miniers, justement, qui passeraient par la Pointe-Noire. Donc, c'est sûr que c'est un redémarrage il faut pas oublier que dans le temps, Cliff, on inclut l'usine de bouletage, c'était exclusivement pour la mine Scully, mais là, se rajoute et le projet du Lac Bloom et Takora et potentiellement Alderon aussi. Donc, on parle d'un volume potentiel de 25 millions et plus. Plus Tata Steel qui continue à Shefferville aussi. Ça fait que la reprise est concrète, là. Il pourrait prendre de l'ampleur encore en 2018. C'est ce qu'on espère, j'imagine. C'est ce qu'on espère. Et donc, le projet le plus apporté, c'est le projet du Lac Bloom. On entend des nouvelles, justement, à très court terme, on attend des bonnes nouvelles pour le minerai de fer Québec, mais Alderon, on pense que c'est un projet qui va plus se réaliser sur le moyen et long terme. Bon. Ben, Steve Chapadeau est un véritable expert, on le voit dans le domaine, très intéressant. Un gros merci pour cette chronique encore, Steve. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Alors, Jean, c'est ce qui complète cette première émission de la semaine. Ce sera encore une fois une semaine bien chargée. Est-ce que tu as quelques petites idées de qu'est-ce que tu vas traiter demain? On parle entre autres de santé sexuelle, Tommy, demain, avec les gens du BRIS qui viennent de publier une série là de nouveaux documents pour faire la promotion de bonnes habitudes de vie côté santé sexuelle. La preuve qu'on est une émission bien diversifiée. Bonne journée tout le monde!